Bonjour, vous êtes un membre de la Ligue panafricaine Umoja. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu à notre audience? Merci, donc je suis Diogène Seni, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Voilà. Merci. Donc, on va aborder un peu des questions un peu concrètes, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Africains, ils attendent du concret sur tous les discours qu'on leur propose. Donc, on va aborder un peu des sujets économiques aujourd'hui. Donc, vous avez plusieurs fois abordé le problème de la dette. Donc, vous avez un peu dénoncé les politiques qui sont effectuées aujourd'hui au sein des États africains sur ces questions de dette. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus et nous donner, par exemple, des exemples de ce qui se fait par ailleurs dans le monde sur ces questions-là? Merci beaucoup. Aujourd'hui, sur la question économique, notamment le volet de la dette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mystification, c'est-à-dire que on nous présente les solutions du FMI, de la Banque mondiale, notamment les plans d'ajustement structurel, jusqu'au PPTE comme étant les seules solutions, comme s'il n'y avait pas d'alternative, comme s'il n'y avait pas d'autres pays dans le monde qui avaient abordé ces problèmes-là autrement que par l'application forcenée, servile des programmes d'ajustement structurel, parce que c'est le vrai nom, hein, le PPTE n'est qu'un relocage en quelque sorte. C'est-à-dire que le fait même d'avoir accepté d'appliquer le PPTE, donc le point d'achèvement qui est le point de mire en fait de cette disposition, c'est que on renonce à discuter de la légitimité de la dette. Or, sur le fond, c'est que nous ne sommes pas contre la dette. La dette, c'est normal. Une banque, sinon la banque n'existerait pas. La banque est là pour apporter du capital aux entreprises ou encore aux États, et après elle se fait rembourser ce qui fait son activité. Nous ne sommes pas contre la dette, c'est-à-dire qu'il faut bien faire attention à ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est que la souveraineté des pays africains est bafouée par le fait qu'on fait appliquer aux populations, subir aux populations une espèce de double peine. C'est quoi la double peine? D'une part, on ne peut pas nous dire que Mobutu fut un dictateur affreux qui a mal géré son pays avec la complicité de certains bailleurs de fonds qui savaient bien qu'il était dictateur, qui savaient bien qu'il n'avait pas de légitimité populaire, et qu'à la suite de cela, on fasse payer aux populations les dettes indûment contractées, des dettes de complaisance, ainsi de suite. On ne peut pas faire les deux. C'est-à-dire que les populations africaines aujourd'hui subissent en fait cette double peine, cette injustice. C'est pourquoi il faut poser le problème de la dette. Je disais tantôt, accepter le PPTE, ça veut dire qu'on renonce à discuter de la légitimité de telle ou telle dette. Par exemple, dans le cas du Congo-Brazzaville, les belligérants, par exemple, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou ceux qui sont partis hier, ont dû contracter des dettes pour acheter des armes pour tuer des Congolais. Et ces dettes, aujourd'hui, sont remboursées par le peuple congolais. Donc, c'est ça qui est la double peine. Pour prendre des exemples concrets, il faut comprendre que depuis 50 ans aujourd'hui, et les travaux des économistes qui le prouvent très bien, aucun pays n'a jamais été, on va dire, entre guillemets, dissous parce que ce pays a fait défaut de paiement, parce que ce pays a refusé de payer au FMI, à la Banque mondiale. Il y a le cas de l'Islande, il y a le cas de l'Argentine qui est un cas assez connu, il y a le cas des pays de l'Amérique latine qui ont, pour la plupart, contesté la légitimité de certaines dettes qu'ils ont rendues comme dettes odieuses. Concrètement, qu'est-ce que ces pays-là ont fait? C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle l'audit public. Ils ont pris les dettes de leur pays, donc les dettes qui étaient contractées de façon complaisante, de façon illégale par des dictatures. Ils ont étudié chaque dette. Ils ont essayé de regarder est-ce que ces dettes ont été contractées dans les conditions, on va dire, légales. Et ils se sont rendus compte que la plupart des dettes ont été des dettes de complaisance. Complaisance entre le bailleur de fonds et l'État, c'est-à-dire le dictateur à l'époque. Et à partir de là, ils ont déclaré que cette dette est une dette odieuse, donc illégitime, on ne peut pas la payer. Mais vous savez, aujourd'hui, jamais on n'a appris qu'un pays qui a fait défaut de paiement a été dissous. Et pourtant, il y a eu à peu près plus de 100 défauts de paiement depuis 50 ans. Jamais on a appris ça. Or, on fait comprendre aux Africains, par une espèce de menace comme ça, si vous contestez les mesures d'ajustement structurel avec son PPTE aujourd'hui, vous allez être mis sur le banc des nations. Or, c'est faux. Il faut aller voir ce qui s'est passé pour l'Islande, ce qui s'est passé pour l'Argentine, la Bolivie. Le président coréen, qui d'ailleurs fut un ancien du FMI, connaît bien ces problèmes-là. Ces pays ne sont pas morts. Ces pays, au contraire, ont réussi à desserrer les taux qui
et sur leur pays en matière économique, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui disent, par exemple, toujours sur la question de la dette, que quand même c'est une question d'honnêteté parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Si on nous a prêté de l'argent pour construire des hôpitaux, des routes, c'est quelque chose qu'il faut quand même rembourser. Mais sur le fond, ça pose un vrai problème. Ce qui pose un problème, c'est que ça veut dire que Mobutu n'était pas une dictature. C'est-à-dire que ça veut dire que les régimes monopartistes par le passé qu'on a décriés lors des années 90 pendant les conférences nationales et la promotion de la démocratie, ces régimes étaient des régimes totalement loyaux avec des bailleurs de fonds qui étaient des bailleurs de fonds aussi loyaux. C'est-à-dire nous parlons ici de la délinquance internationale, c'est-à-dire que vous avez des bailleurs de fonds qui pour la plupart accordaient ces dettes aux États dits dictatoriaux et que ces bailleurs de fonds ont été relativement payés. Je vous prends un exemple. Vous prenez le cas par exemple de la dévaluation du franc CFA en 1994. Parce que quand on évoque ce problème, c'est comme si c'est une dévaluation normale. Les économistes africains expliquent même que la dévaluation n'est qu'un outil d'ajustement, quand bien même elle a été décidée par Balladur, une décision politique, si vous voulez. La dévaluation du franc CFA a donné lieu à quoi? Par exemple, nous avons déjà remboursé la plupart de nos dettes jusqu'aux années 1994. Lorsque la dévaluation arrive, mécaniquement, nos dettes étrangères, enfin nos dettes internationales, ont doublé. C'est-à-dire que tous les efforts qui ont été consentis par les États africains pour rembourser les dettes, d'ailleurs on se pose la question pourquoi se sont alignés aussi comme ça, mais tous les efforts, malgré tout, ont été annihilés par un coup de signature politique, en fait, d'Edouard Balladur. Donc on comprend bien que la question de la dette est une question d'injustice, au fond. Comment se fait-il que, par une décision politique d'un État étranger, la dette d'un autre État automatiquement double en quelque sorte? Et d'autre part, l'injustice qui a été causée par cette décision de la dévaluation du franc CFA de 1994, c'est que les pays africains n'ayant pas une industrie locale pour produire des produits de base, puisqu'on importe tout, notamment les matières de première nécessité, toutes ces matières ont été doublées de prix. Donc il y a eu une conséquence grave sur le territoire. Je peux revenir là-dessus par la question quand on parlera de la souveraineté, mais est-il que quand on parle de question d'honnêteté, ça dépend. Est-ce que l'honnêteté joue seulement dans le remboursement ou l'honnêteté joue aussi dans le cadre de la contraction de cette dette? C'est-à-dire que l'honnêteté, c'est à tous les niveaux. C'est d'abord au début. Est-ce que cette dette avait été consentie entre le bailleur de fonds et l'État en question pour faire ce qui a été prévu de faire dans le contrat, ou bien c'était une dette de complaisance? Si c'est une dette de complaisance, il n'y a pas question d'honnêteté seulement à la fin du processus, elle doit aussi être posée au début du processus. C'est là où nous parlons de dette odieuse, de dette illégitime. Donc, en parlant des questions de la dette, vous avez aussi abordé le problème du franc CFA. Donc, on a bien compris hein, que la Ligue proposait en tout cas aux pays qui sont actuellement dans la zone franc, donc la zone franc CFA, de sortir de ce système ou en tout cas de mettre ce système aux mains des Africains. Mais on répond aussi que y a d'autres pays africains qui étaient sortis du franc CFA comme la Guinée ou bien d'autres qui ont essayé d'avoir leur propre monnaie comme le Zaïre à l'époque et avec qui ça n'a pas vraiment bien marché. Donc est-ce que les Africains aujourd'hui sont vraiment mûrs pour gérer leur propre monnaie quoi? Vous savez, cet argument, quand il est développé par les Occidentaux qui tiennent évidemment les économies africaines à travers tous ces dispositifs, on peut le comprendre, ils veulent ne pas perdre leur morceau. Mais quand il est développé par les Africains, vous voyez comment l'aliénation culturelle, la mentalité du colonisé joue des tours aux Africains. Il est évident qu'un pays comme à l'époque le Zaïre de Mobutu Sese Seko, qui avait sa propre monnaie, avait fait échec même avec sa propre monnaie. Mais c'est quand même curieux. Comment voulez-vous que Mobutu, qui était un dictateur, un mauvais gestionnaire, sur d'autres plans de l'activité de son pays, soit meilleur gestionnaire seulement sur la monnaie? C'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner au bout d'être bon avec sa propre monnaie, alors qu'il était aussi mauvais sur d'autres plans de la gestion du pays. Donc ça ne tient pas la route. Si vous prenez le cas, par exemple, de la Guinée de Sékou Touré, c'est un exemple assez atypique de la Guinée. Aujourd'hui, la plupart
des rapports même des services secrets français ont montré que la monnaie de Sékou Touré était attaquée de toutes parts. L'opération Persil, tout le monde s'en souvient. Je ne sais pas si un seul État occidental au monde avait voulu prendre son indépendance et que les grandes puissances l'attaquent de toutes parts, qu'il aurait réussi son économie. Sékou Touré, c'était presque un exploit de rester au pouvoir aussi longtemps, évidemment avec certaines dérives qu'on peut toujours déplorer. Mais est-il que ce ne sont pas des bons exemples? La question de la monnaie n'est pas une question de bonne ou de mauvaise gestion, c'est une question d'attribut de souveraineté. Le cas de la France aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est parti balayé par les dernières élections. Ce gouvernement avait proposé un programme économique. Ce programme économique n'a pas suffi à régler les problèmes de la France. Est-ce que pour autant on a remis en cause la souveraineté de la France parce que ce gouvernement a été balayé par les élections? Je ne pense pas. Donc lier la question de, comment on appelle ça, de la compétence en économie et la question de la souveraineté est une mauvaise façon de poser ce problème. On a un attribut de souveraineté ou on ne l'a pas. Après, on gère comme on peut. Pourquoi seulement aux Africains on imposerait d'avoir absolument de réussite en économie, sinon leur souveraineté ne sert à rien? Or aujourd'hui, ils n'ont pas cette souveraineté, ça c'est un fait, et de deux, ils subissent par-delà les politiques et les agissements des autres sur leur programme de développement. Peut-être aussi qu'on a tendance à ne prendre que les mauvais exemples. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exemples de pays africains qui gèrent leur monnaie de manière autonome, responsable et efficace? Mais si vous prenez le cas d'un pays comme le Ghana, par exemple, le Ghana a sa propre monnaie. Le Ghana n'accuse pas l'ancienne puissance coloniale comme l'Angleterre d'être à l'origine de ces difficultés économiques. Nous, quand on parle de la souveraineté monétaire, on parle aussi de la responsabilité. Nous disons indépendance et responsabilité. Nous voulons être responsables de notre économie, responsables de nos échecs, responsables de nos réussites. Mais à condition qu'on ait tous les leviers entre les mains pour pouvoir être responsable de toute la chaîne économique. Les mauvais exemples sont pris évidemment pour décourager toutes les volontés souverainistes. Parce que la question de la monnaie pose au fond un vrai problème de souveraineté. Si vous prenez le cas du Congo, par exemple. Le Congo est un pays où la classe politique est capable de se déchirer sur toutes les questions liées à l'accession au pouvoir, sauf sur la souveraineté. Par exemple, en 1994, tout à l'heure on a parlé de la dévaluation, il y a eu une dévaluation qui a eu lieu du franc CFA, décidée par le gouvernement français, notamment par M. Balladur. La classe politique congolaise n'a pas combattu cette position, ou bien n'a pas fait, comment on appelle ça, unité sur la question de la souveraineté. Parce que la souveraineté est bradée, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors même que cette question du franc CFA, de la dévaluation du franc CFA de 1994, a donné lieu au doublement des prix de matières, de produits de base, au doublement de notre dette extérieure de façon mécanique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a même pas mérité, c'est-à-dire que politiquement quelqu'un a décidé et ça a doublé. Donc ça a créé des situations déplorables sur le terrain. Les droits économiques ont été totalement anéantis. En 1993-1994, le président élu à l'époque avait décidé de relever en fait la part de partage de production de pétrole du Congo de 17 à 30 ou 33%, le président Pascal Lissouba. On peut ou ne pas l'apprécier. Est-il que cette affaire n'avait pas été, n'a pas drainé en fait une unité nationale pour la souveraineté? Donc, vous voyez bien que les questions de souveraineté sont reléguées au second plan. Les questions qui intéressent en général sont les questions de transparence électorale, ainsi de suite, mais les droits économiques et les droits sociaux sont complètement abandonnés parce que ces droits-là posent le problème fondamental de la souveraineté. On a déjà parlé de la dette, on a parlé du franc CFA, mais on peut parler aussi des matières premières, comme le pétrole par exemple.